depuis le début de notre existence, de toute façon, le constat que, dans le fond, la possibilité pour les femmes de sortir de la prostitution était peu envisagée par les femmes elles-mêmes dans un premier temps et par les organismes en tant que tels. Puisque, bon, pour les femmes, c'est souvent lié avec l'impact de la stigmatisation, dans le fond. Et pour les intervenants, intervenantes, on pourra y revenir, c'est souvent plus lié à l'impact, en fait, d'une approche qui exclut un peu la possibilité de la sortie de la prostitution. Donc, notre document que j'espère, plusieurs d'entre vous, sinon tout le monde a pu le voir, est un document d'une 60aine de pages. Je ne vais pas vous faire toute la présentation de ce document-là, mais il est disponible en ligne. Ça s'appelle « Pour s'en sortir, mieux connaître les réalités, être soutenu et avoir des alternatives vers un modèle intégré de services pour intervenir auprès des femmes dans la prostitution ». Comme je vous le disais, une des raisons pour lesquelles on a fait ce modèle de service intégré est vraiment à partir de la parole des femmes, que je tiens à remercier en fait, puisque autant dans notre travail au quotidien, dans les recherches que nous avons faites, qui a permis justement d'aller chercher la parole des femmes, ces constats-là sont ressortis très largement, là, voir l'urgence, en fait, de développer, d'offrir plus aux femmes et de développer un modèle de service à partir de leur parole. C'est important de ne pas voir ce modèle de service-là comme étant une recette toute faite, bien au contraire, mais c'est un point de départ qui, selon nous, est une réflexion qui est plus qu'urgente et très importante dans plusieurs, que ce soit au niveau institutionnel ou au niveau des organismes communautaires ou des organismes féminisme, où on trouve à l'intérieur de ce modèle-là des éléments à discuter dans tous ces milieux-là pour répondre aux besoins des femmes. La prostitution, en fait, pourquoi un modèle de service aussi, c'est que, évidemment, à partir de notre compréhension du rôle que joue la prostitution pour maintenir les femmes comme groupe dans une situation de subordination et d'inégalité sociale. Et le constat que parce que la prostitution est une pratique d'abord et avant tout genrée, et ça, on a tendance à l'occulter un peu, à ne pas vouloir faire le lien avec la réalité qu'on est devant une situation où ce sont très majoritairement des femmes et des enfants, mais plus particulièrement des filles qui sont achetées et qui sont achetées majoritairement par des hommes. Et cette pratique de la prostitution, elle contribue à la construction et au maintien, en fait, des rapports sociaux de sexe inégalitaires et donc la domination des hommes sur les femmes. La prostitution est également pour nous une pratique d'appauvrissement des femmes, en fait. La pauvreté des femmes, et dans certains cas, l'extrême pauvreté dans laquelle les femmes vivent est un facteur qui, en fait, amène très souvent les femmes dans la prostitution, contribue à les y maintenir et constitue très souvent un obstacle à la sortie. Donc, ça joue un rôle prépondérant, en fait, dans la vie des femmes, cette notion de pauvreté qui touche pas juste les femmes qui sont dans la prostitution, évidemment, qui touche les femmes dans la société en général et qui doit donc être au cœur aussi de notre compréhension de la dynamique de l'existence même de la prostitution. Et un autre élément qu'on tend à évacuer un peu quelquefois aussi, c'est que, incluant les femmes elles-mêmes qui sont dans la prostitution, c'est que les femmes, en général, en ressortent encore plus pauvres après avoir été dans la prostitution. La prostitution est aussi pour nous une pratique raciste et colonialiste. Il y a une surreprésentation, je ne vous apprends rien, des femmes racisées, femmes immigrantes, femmes autochtones dans la prostitution en fonction du poids démographique qu'elles ont ici au Québec, mais c'est un peu la même chose au niveau international d'ailleurs. Il y a des pays où c'est encore plus frappant, ou même ici au Canada, si on pense aux femmes autochtones, c'est encore plus frappant quand on est dans l'Ouest canadien.
la surreprésentation des femmes dans la prostitution de rue. Je suppose qu'on pourrait, en fait, on pourrait constater la même chose ici au Québec, à Val-d'Or, dans la prostitution de rue. Dans d'autres endroits, c'est peut-être moins visible, mais c'est une réalité que plus de femmes racisées, migrantes ou autochtones sont appelées ou sollicitées par la prostitution, en fait. Et cette prostitution-là, elle vise évidemment à normaliser les inégalités sociales, politiques, culturelles et économiques. Et dans ce sens-là, c'est une pratique raciste et colonialiste puisque ça permet effectivement de maintenir des groupes spécifiques de femmes de normaliser pour elles le fait d'être dans la prostitution et de normaliser aussi certaines violences sexuelles, en fait, la première étant la prostitution. Et de façon plus globale, la prostitution est une pratique de violence envers les femmes. Très souvent, on refuse de voir cet aspect-là, mais la pratique en soi de la prostitution est une violence en tant que telle ou fait partie du continuum des violences envers les femmes. Et comme pour la pauvreté, la réalité de la violence dans la vie des femmes devient un facteur qui peut être déterminant pour l'entrée dans la prostitution, pour les y maintenir, ou un obstacle à la sortie. On parle ici de toute forme de violence que les femmes peuvent subir plus souvent qu'autrement aux mains des hommes qui sont dans leur entourage immédiat. On parle de violences physiques, sexuelles, psychologiques, qui deviennent des façons de préparer les femmes à accepter d'être prostituées. Quand on ajoute à ça, comme je disais tout à l'heure, la question du racisme, la banalisation de la prostitution, par exemple, des femmes autochtones, devient un facteur aussi qui permet de préparer les femmes à accepter d'être prostituées, à se voir effectivement comme étant des objets dans le fond et de pouvoir disposer de la demande, en fait, en fonction de la demande, de répondre à la demande. Et bon, on sait, évidemment, il n'y a pas de relation de cause à effet quand on parle de violence envers les femmes, sinon il y aura encore plus de femmes dans la prostitution, puisqu'on sait qu'il y a un nombre très, très grand de femmes qui ont connu ou vont connaître de la violence, particulièrement de la violence sexuelle, et elles ne se retrouvent pas toutes dans la prostitution. Mais on sait que pour certaines femmes, c'est un facteur qui les amène, d'une part parce que ce message-là se transforme en message intériorisé et quelquefois soutenu par ce qu'on entend dans l'espace public sur sa valeur à elle comme femme, premièrement, sa valeur comme femme une fois qu'elle a été agressée sexuellement et évidemment une fois qu'elle est dans la prostitution, elle descend encore plus dans la hiérarchie sociale, si on peut dire, et donc ce facteur, la violence des hommes envers les femmes devient un facteur, en fait, par rapport à l'entrée dans la prostitution et contribue évidemment à faire en sorte que les femmes ne vont pas chercher de l'aide, en fait, tout comme elles ont certaines difficultés à aller chercher de l'aide ou à dénoncer les agressions sexuelles, par exemple. Très peu de femmes on va le voir plus tard, vont aller vers des ressources et dire qu'elles veulent sortir ou qu'elles vivent des problèmes dans la prostitution. Comme vous savez aussi, la Clé a réalisé en 2014 une analyse des besoins qui s'appelait « Connaître les besoins des femmes qui ont un vécu dans l'industrie du sexe pour mieux baliser les services ». Donc, ce modèle de service est basé sur ce qu'on a entendu. On a rejoint quand même 109 femmes réparties dans 6 villes québécoises et les grands faits saillants, si on peut dire, c'est que dans notre échantillon, il y avait quand même un 40% plus ou moins de femmes qui étaient toujours dans l'industrie du sexe ou dans la prostitution au moment où elles ont répondu aux questions, et ça vient confirmer ce qu'on entend dans la plupart des recherches. 81% de ces femmes qui étaient toujours dans l'industrie du sexe souhaitaient effectivement sortir de l'industrie du sexe.
ce qui est important aussi, surtout quand on pense au modèle, c'est qu'une majorité d'entre elles sont sorties sans l'aide d'un organisme. Et dans 64, presque 65% des cas, il leur a fallu évidemment essayer à plusieurs reprises de sortir. C'est très rare que les femmes réussissent à s'en sortir dans une seule fois. Elles fréquentent toutes plusieurs ressources, surtout, bon, on voit les 100% des femmes autochtones, 80% des femmes caucasiennes, elles sont toutes en contact avec des ressources, que ce soit au niveau de la toxicomanie, au niveau du soutien, l'aide alimentaire, le soutien psychologique, etc., etc. Par contre, 80% d'entre elles ne savent pas que les ressources qu'elles fréquentent peuvent les aider à sortir de la prostitution. Et ça, c'est le chiffre sur lequel on se base le plus présentement pour dire les pratiques, donc, doivent changer dans les organismes, puisque un très grand nombre de femmes fréquentent les organismes, savent qu'elles peuvent aller chercher des condoms, des seringues, aller chercher de la bouffe à la fin du mois, mais beaucoup d'entre elles ne savent même pas qu'elles peuvent penser avoir de l'aide pour sortir de la prostitution. Elles connaissent peu les ressources existantes, ça va sans le dire, évidemment. Les besoins psychologiques, de manière générale, semblent primer sur les besoins physiques. Les femmes qui ont participé à notre analyse, plusieurs femmes ne voient pas comment elles pourraient sortir de la prostitution. Elles parlent de fatalité, elles ont très peu d'espoir. Et celles qui en sont sorties vivent encore beaucoup avec toutes les séquelles de ce que ça a voulu dire leur passage là, dans la prostitution. Le processus de sortie n'est pas linéaire, donc je le disais tout à l'heure, il y a souvent des allers-retours. La multiplicité et l'implication des besoins identifiés pour les femmes fait en sorte que c'est difficile de dire on va commencer, on va prioriser celui-là. Ce qui rend compliqué aussi l'intervention, mais pour nous, c'était important de démontrer, dans le fond, que souvent, dans certains milieux, dans certains organismes, on offre un type de service ou un type d'intervention où on répond à un besoin, mais on oublie que le besoin est beaucoup plus grand que ça et qu'on doit, soit avec d'autres organismes ou à l'intérieur de son organisme, trouver des réponses qui sont un peu plus multiples aussi à ces multiples besoins-là. La difficulté de reconstruire sa vie après la sortie, c'est très clair et les femmes au quotidien ici à l'atelier nous le répètent, surtout les femmes qui sont sorties depuis plusieurs années, elles vivent encore au quotidien des séquelles de ça, que ce soit des séquelles physiques, psychologiques, des séquelles au niveau de leur capacité d'avoir accès à un emploi, en fait, ou de maintenir un emploi, d'avoir accès à un revenu, etc., etc. Ce qui est intéressant aussi, puis c'est sûrement présent dans vos interventions pour celles qui font de l'intervention, c'est que souvent les femmes arrivent ici en disant je veux aider d'autres femmes à ne pas vivre ce que moi j'ai vécu. Et même des fois au détriment de leurs propres besoins à elles. Et ça, il faut jauger ça, évidemment, dans l'intervention, mais ce besoin d'engagement-là, pour nous, reflète aussi justement la justesse, si on peut dire, de notre façon de voir la prostitution comme étant une forme de violence envers les femmes. Si tu veux aider les autres femmes à s'en sortir ou à ne pas entrer dans la prostitution, ça veut donc dire que il y a quelque chose là, comme on dit au Québec, et qu'on doit aussi s'attarder à la question d'offrir la possibilité aux femmes de parler de la réalité, des réalités qu'elles vivent dans la prostitution. Les femmes apprécient beaucoup le besoin de se retrouver en pair, ou avaient identifié plutôt le besoin de se retrouver en pair, parler avec d'autres femmes qui ont vécu des choses semblables au large, c'est toujours un outil très puissant là, pour leur propre prise de conscience, mais aussi pour leur idée justement de pouvoir aider d'autres femmes à pouvoir
se sortir de la situation dans laquelle elles sont ou de ne pas y entrer. Vous allez, évidemment, j'espère que vous avez déjà eu accès à notre analyse. J'ai juste mis ici le tableau qui concerne les besoins. Vous voyez les pourcentages qui sont élaborés ici. C'est quand même, pour la plupart, très près de 80%. Il y a le besoin de protection qui est à 63%, mais notre analyse de ce plus bas pourcentage-là, c'est que, évidemment, pour les femmes qui sont sorties de la prostitution, le besoin de protection est moindre que pour celles qui sont déjà dedans, et c'est peut-être ce qui explique ce qu'il y a de plus bas, mais c'est quand même plus de 60% des femmes qui ont participé à notre recherche qui disaient avoir un besoin de protection, en fait, des hommes autour d'elles, incluant les policiers, très souvent. Donc, quand on regarde un peu les besoins qu'on veut le présenter autrement, on voit qu'il y a deux groupes de besoins principaux, en fait, chez les femmes, les besoins de base, se loger, se nourrir, sa santé physique, mentale, sa sécurité. Et je dirais sécurité, c'est pas juste, c'est plus large que la question de la protection, évidemment, parce que pour plusieurs femmes qui sont sorties du milieu, qui sont plus dans l'entourage qu'elles avaient au moment de la prostitution, elles vivent encore très souvent comme séquelles des craintes pour leur sécurité, crainte d'être attaquées, d'être poursuivies, etc., etc. Donc, il y a des besoins aussi d'être protégés dans le sens plus large du terme. L'inclusion sociale revenait évidemment très, très souvent, l'accès à un emploi ou à un revenu, à des études pour plusieurs d'entre elles, la citoyenneté, en fait, tout ce qui est les droits à la citoyenneté de façon plus large aussi, le besoin de liens affectifs, de lieux d'appartenance pour pouvoir se sentir partie prenante de la société, dans le fond. Quand on regarde maintenant les services utilisés par les femmes, les services les plus souvent utilisés, c'est les services d'écoute, mais aussi tout ce qui est autour de la consommation et souvent dans les lieux où elles peuvent obtenir des seringues ou de l'information, des pipes à crack ou quoi que ce soit. Elles ont aussi également des condoms, donc c'est souvent ça qu'elles utilisent le plus souvent. Demander des références, de l'information, évidemment du dépannage alimentaire, parce que comme je disais, les femmes malheureusement dans la prostitution sont aussi très pauvres, malgré tout ce qu'on peut voir et entendre comme mythe autour de l'accès à l'argent pour les femmes. Elles ont, pour toutes sortes de raisons, même s'il y a beaucoup d'argent qui peuvent leur passer entre les mains, très souvent, à la fin du mois, elles n'ont pas beaucoup d'argent pour se nourrir, en fait. L'hébergement, la liste des mauvais clients, les soins de santé, évidemment, les activités sociales, l'aide juridique, tests de grossesse, désintox, etc., etc., sont les services qui sont les plus utilisés. On a aussi, dans le cadre du projet pour développer le modèle de service, regardé du côté des intervenants, des organismes eux-mêmes, effectivement, qui côtoient des femmes qui ont un vécu en lien avec la prostitution, comment ils percevaient leur propre intervention, puis les besoins que les femmes avaient ou qu'eux avaient besoin d'avoir dans leurs ressources. Et j'ai retenu ici plus les besoins qui existaient là, pour développer ou améliorer des services, pour en fait développer des services qui répondent mieux aux besoins des femmes qui veulent quitter le milieu, les connaissances, les compétences. Et ça revenait très, très souvent. En fait, beaucoup d'intervenantes ne se sentent pas outillées pour intervenir auprès des femmes, même si elles les côtoient au quotidien. Puis je pense entre autres au groupe qui travaille en toxicomanie ou en hébergement d'urgence. Très souvent, les intervenantes n'abordent pas la question de la prostitution ou l'abordent strictement dans un sens quasi technique là, ou sanitaire de est-ce que tu as des condoms, est-ce que tu as ci, mais peu, pour ne pas dire pas du tout, peu d'entre elles donnent, ou d'entre eux donnent du soutien ou posent des questions autour des besoins des femmes au niveau de la sortie de la prostitution. Bon, toute la question pour les jeunes, pour les plus jeunes, évidemment, et ce que la loi sur la protection de la jeunesse
offre ou non comme possibilité d'intervention. En général, la formation, ça va être le besoin au niveau des intervenantes, au niveau de l'intervention. Accroître les ressources humaines, évidemment, c'est toujours le défi parce que c'est la poule ou l'œuf. Si on parle, puis elles ont tout à fait raison, elles ont tout à fait raison, quand on parle plus de prostitution, il y a plus de femmes qui veulent avoir du soutien pour en sortir. Donc, les demandes s'accroissent et évidemment, ça demande aussi à avoir une plus grande équipe de travail. Le besoin aussi de travailler davantage sur certaines causes sociales qui sont liées avec la prostitution, comme je disais, la lutte contre la pauvreté, mais la lutte contre le racisme également, et de nommer un chat, comme on dit. Se réseauter davantage en groupe, on va y revenir tout à l'heure, faire en sorte que les services soient plus reconnus, en fait, que ceux reconnus, entre autres, sous forme de financement, et créer des liens directs avec les services policiers. Ils jouent un rôle très important dans la vie des femmes qui sont dans la prostitution, des policiers, et donc dans les organismes qui interviennent ou qui travaillent avec et auprès des femmes dans la prostitution. Donc, c'est important d'avoir créé des liens directement avec les policiers. Je vois le temps filer. Les principes d'intervention, en fait, nous sommes partis des principes d'intervention féministes qu'on appelle dans plusieurs milieux pour les appliquer tout simplement aux femmes qui sont dans la prostitution. Et je pense que je n'aurai pas le temps de passer à travers tous ces éléments-là, mais le principe fondamental est vraiment plus de s'assurer qu'il y a une prise de conscience, d'une part, de l'impact de la violence envers les femmes dans la vie des femmes et sur leur trajectoire de vie, et reconnaître que ce vécu-là est une expertise que les femmes ont développée, si on peut dire, mais s'assurer aussi qu'on offre la possibilité de sortir de la prostitution et de croire les femmes qui peuvent en sortir. Malheureusement, quelquefois, on ne veut pas vraiment, et de l'expérience qu'on a ici avec les femmes, on refuse un peu d'entendre le cri d'alarme des femmes dans la sortie, qui veulent sortir de la prostitution, et on juge des fois que leur priorité, c'est d'être hébergé, de pouvoir se reposer pour pouvoir repartir le lendemain, ou de pouvoir se désintoxiquer, mais de plusieurs façons, les femmes ont toujours indiqué qu'entre autres, quand on pense à la question de la sortie, le fait de ne pas parler, en fait, de la sortie de la prostitution devient pour plusieurs un problème. Donc, comme je vous disais, je ne passerai pas à travers tout ça. Je vous invite à regarder effectivement cet aspect-là. Le processus de sortie, on s'est inspiré d'une chercheure, je crois qu'elle est américaine, Baker, qui a un peu illustré en fait les étapes par lesquelles, et surtout les allers-retours qui peuvent avoir lieu. Ce qu'on a ajouté, nous, parce que avec les constats qu'on faisait, c'est le maintien de la sortie. C'est une chose d'en sortir de la prostitution, mais le maintien de la sortie est aussi une étape qu'il ne faut pas négliger, loin de là, parce que quand on parlait, entre autres, des besoins d'inclusion sociale dont les femmes nous ont abondamment parlé, ben, le maintien de la sortie, c'est un des moments où ton inclusion sociale est la plus importante, en fait, pour éviter qu'il y ait un retour éventuellement. Donc, le modèle de Matthews, c'est un des modèles de sortie qu'on a privilégié, en fait, dans OK. Donc, on peut effectivement regarder ce modèle-là, qui est un modèle qui nous intéresse d'une part parce qu'ils ont clairement tenu à se démarquer de la réduction des méfaits. D'une part parce que la réduction des méfaits est souvent présentée comme étant l'approche privilégiée, que ce soit dans les institutions et dans certains organismes, alors que dans la vraie vie, quand on regarde l'impact de l'application de la réduction des méfaits à la prostitution, parce qu'il faut savoir que c'est un modèle d'intervention qui nous vient d'abord et avant tout
la consommation d'alcool ou de drogue. Quand c'est appliqué à la prostitution, on se rend compte que, dans le fond, ça inclut un peu de facto, bien qu'au niveau des intervenants et intervenantes, on sait bien qu'il y en a qui l'appliquent différemment, mais le principe même de la réduction des méfaits inclut un peu de facto l'idée qu'on doit aussi offrir la possibilité de sortir de la prostitution. Donc, ce modèle de Matthews est intéressant dans ce sens-là. Et on vous invite aussi à le regarder de façon plus attentive. Ce qui le permet aussi, c'est de reconnaître le besoin d'accompagnement. Justement, c'est pas une situation de laquelle tu peux facilement sortir. Donc, on doit pouvoir offrir aux femmes de l'accompagnement, autant formel qu'informel, s'éloigner des modèles de déficit, là, parce que très souvent, on part du principe que les femmes qui ont été dans la prostitution ont quelque chose de moins que les autres, moins de ressources, alors que ça devrait être au contraire un moteur qui d'utiliser les forces des femmes, comme on le fait dans plusieurs types d'interventions, mais le modèle qu'on devrait appliquer devrait être effectivement un modèle qui table plus sur les forces et les opportunités et le rôle que nous, on peut jouer, évidemment, par rapport à ce besoin de se reconstruire et de reconstruire de la confiance et de l'espoir en soi-même et les personnes et le milieu qui nous entourent, la reconnaissance des allées et venues, on en a parlé, des stratégies de sortie plus proactives au lieu de réponses réactives, c'est-à-dire de ne pas attendre qu'elles reviennent que les femmes reviennent quand elles ont été battues, par exemple, ou dans une situation où elles sont plus amochées, mais d'être proactives, d'en proposer à partir du moment, et comme on a vu, la plupart, un très grand pourcentage de femmes souhaitent sortir de la prostitution, donc la possibilité d'offrir et d'être proactive d'en développer avec les femmes des stratégies de sortie. S'éloigner de l'idée que c'est ça, parce que oui, c'est vrai qu'il y a des allers-retours, puis qu'il faut tenir compte de ces allers-retours-là, mais il faut aussi arrêter de faire comme si c'était un processus qui est tellement compliqué qu'on peut pas le faire, ou les femmes ont besoin d'espoir. C'est comme toutes les autres formes de violence envers les femmes, en fait. Et il est faux de penser que c'est nécessairement un processus long et complexe. Pour certaines femmes, ça peut être plus simple. Et on pourrait ajouter que pour celles qui sont le mieux accompagnées, c'est encore plus simple, effectivement, de le faire. Donc, comme on disait aussi, l'évaluer la sortie de la prostitution, pas seulement en termes de retrait du milieu pour une période de 3 mois, mais l'importance d'offrir plus à travers le temps, parce qu'il faut la reconstruction aussi des liens sociaux dans la vie des femmes qui ont un vécu en lien avec la prostitution. Et reconnaître aussi la portée des contextes qui sont vécus par les femmes et les contraintes sociales qu'elles vivent. Tantôt, on parlait que c'est une pratique raciste et colonialiste. On doit aussi reconnaître l'importance que joue, par exemple, le racisme dans la vie de ces femmes-là et nécessairement dans le processus de sortie aussi, et les besoins qui peuvent en découler, en fait. Au niveau des services, évidemment, l'importance d'avoir des services intersectoriels et agencés et qui doivent effectivement, puis ça, c'est pas un seul et même organisme qui peut offrir tout ça nécessairement, mais idéalement, à l'intérieur même de minimalement dans sa conception de l'intervention auprès des femmes, on doit pouvoir travailler sur la prévention, la situation de crise, la possibilité de sortir, on ne le soulignera jamais suffisamment, et les changements systémiques qui sont nécessaires pour offrir de réelles alternatives aux femmes. Les groupes, et vous allez en trouver dans notre document, les groupes qui travaillent, que ce soit ici au Québec ou ailleurs dans le monde, qui incluent ces 4 volets-là, en fait, sont, selon nous, les groupes qui réussissent le plus à avoir un impact auprès des femmes qui ont un vécu en lien avec la prostitution.
Et bon, à la lumière des multiples besoins dont on parlait tout à l'heure, c'est clair que le modèle de service idéal est un modèle de service qui inclurait et qui répondrait autant que faire se peut à une multitude de besoins, avec au centre, évidemment, les femmes qui ont un vécu en lien avec la prostitution et en offrant un lieu d'appartenance et de mobilisation dans le sens autant mobilisation par rapport à leur propre situation, d'être proactive, d'être axée sur les actions, en fait, la conscientisation et les actions, et de pouvoir effectivement faire en sorte que les femmes sentent qu'elles sont au cœur de leur propre solution, mais aussi au cœur de ce que d'autres femmes peuvent avoir à offrir. Et bon, comme vous voyez, il y a de multiples, c'est pas toutes les femmes qui ont tous ces besoins-là, évidemment, mais c'est clair qu'un modèle de service idéal doit tenir compte de ces différents besoins-là et trouver une façon soit de développer des ententes de services, des partenariats pour pouvoir répondre à l'intérieur ou à l'extérieur de son organisme à les besoins qui peuvent être là, effectivement. Comme je vous disais, puis je sais que c'est en soi un grand défi par rapport pour quelqu'un. Moi, j'ai travaillé depuis près de 35 ans maintenant sur la question de la violence des hommes envers les femmes, le soutien aux femmes. C'est probablement une des formes de violence envers les femmes où l'impact est le plus déstabilisant, si on peut dire, dans la vie et qui demande effectivement une intervention qui dépasse juste la question d'offrir de l'hébergement et un soutien plus ponctuel. Ça demande effectivement un travail beaucoup plus en profondeur de recréer des liens sociaux, de recréer cette notion de citoyenneté, en fait, chez les femmes, sans compter tous les besoins au niveau psychologique, au niveau santé physique et juridique également. Donc, à réfléchir dans les organismes aussi, évidemment, l'offre de nouveaux services pour revoir ceux que l'on offre et réfléchir également à la place des survivantes. L'atelier a comme pratique de s'assurer que les survivantes sont au cœur de notre action, en fait, et de nos interventions. Par exemple, on a créé, puis pas qu'on soit parfaite, là, loin de là, il y a toujours place à amélioration, mais de faire en sorte que des femmes qui ont un vécu en lien avec la prostitution puissent être au cœur de notre intervention. Entre autres, on a créé ici à l'atelier un groupe de pères aidantes. On a formé des pères aidantes et ça permet justement aux femmes de devenir des sujets dans la lutte contre l'exploitation sexuelle et elles apprécient de diverses façons là, cette réalité-là. Le type de service direct à offrir, là aussi, je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails, mais les services, et comme je disais, c'est soit offrir soi-même, mais il y a peu d'organismes qui peuvent offrir l'ensemble de ces choses-là, évidemment, ou bien de trouver dans son milieu, est-ce qu'il y a des organismes qui peuvent répondre à partir d'une compréhension de l'impact ou des réalités de la prostitution dans la vie des femmes qui peuvent répondre avec vous aux besoins que les femmes peuvent avoir autour des services. Les caractéristiques des services offerts sont, bon, évidemment, des caractéristiques qui découlent aussi des réalités et des besoins des femmes. Comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment des besoins d'être créative, disons, dans la façon d'intervenir, parce que, bon, le principe dont on part de là où les femmes sont, mais des fois, elles viennent, elles sont très en colère, elles veulent que tu les aides, mais il y a comme des limites, puis il y a des affaires que tu dois dire, tu ne dois pas faire. Donc, il doit pouvoir, effectivement, apprendre à dealer, en bon français, avec avec ce que cette femme-là est dans son ensemble, et ça veut donc dire aussi avoir des services qui sont flexibles, qui peuvent s'adapter aux besoins des femmes. Toute la question des critères d'exclusion, quand on parle de femmes dans la prostitution, on peut comprendre pourquoi c'est important d'en avoir des fois, de prioriser, qu'on puisse de dire très clairement à qui nos services s'adressent.
mais quand on travaille avec des femmes qui ont des vécus tellement diversifiés, de mettre des critères d'exclusion, ben ça fait de l'exclusion, puis ça fait que les femmes viendront pas nécessairement là. Et par exemple, je le souligne parce que souvent les gens ont l'impression que l'atelier ne travaille pas avec les femmes qui sont encore dans la prostitution, alors que c'est un des critères les plus importants pour nous, c'est le contact avec les femmes, et donc qu'elles soient ou non encore dans la prostitution. Si elle vient ici, c'est parce qu'elle cherche effectivement un lieu d'appartenance, elle cherche possiblement un chemin, une stratégie pour pouvoir sortir éventuellement, et c'est absolument pas un critère d'avoir quitté la prostitution avant de pouvoir avoir accès à des services ici. Ça ne devrait pas l'être dans aucun organisme, en fait. Donc, ça, c'est pour les caractéristiques des services offerts, l'importance d'un modèle intersectoriel, comme je disais, d'une part, parce que tout le monde ne peut pas répondre à un seul organisme, ne peut absolument pas répondre à l'ensemble de ses besoins. Donc, l'importance de faire des ententes, des échanges de services, de la formation, du partage des connaissances. Espace Vie existe entre autres pour ça, mais c'est une dimension très, très importante d'un modèle de service pour intervenir auprès des femmes. Évidemment, des attentes vis-à-vis des gouvernements aussi, puisque créer des alternatives pour les femmes, on peut en créer à plus petite échelle en offrant certains services ou certaines possibilités de s'engager dans nos milieux. Mais de façon plus générale, il faut aussi demander et convaincre les gouvernements de faire des pas aussi. D'une part, tout ce qui concerne les règles de l'aide sociale, c'est ça qui est un peu inquiétant, en fait pas un peu, beaucoup inquiétant avec les nouvelles règles à l'aide sociale, parce que ça devient un obstacle en fait. Déjà, les femmes pensent qu'elles n'ont pas le droit à l'aide sociale parce qu'elles sont dans la prostitution, alors que c'est un droit de tout le monde. Et donc, si les règles sont encore plus complexes et ne tiennent pas compte des réalités des personnes et des processus, en fait, ça peut être très compliqué. L'effacement des dettes, comme je vous disais, les femmes sortent, elles sortent très pauvres et elles sortent très souvent endettées également. Donc, c'est important de penser à comment on va travailler pour l'effacement des dettes. L'idée d'accorder un montant permettant aux femmes de s'extraire de la prostitution. La France a fait des pas dans ce sens-là au niveau de la nouvelle loi, qui a 1 an maintenant, leur loi, eux autres, et je pense que c'est définitivement une voie à envisager parce que les femmes, en sortant, ont besoin d'avoir accès à un montant d'argent. Donc, ça peut être intéressant là, de voir comment on peut obtenir ce genre de choses-là. Les programmes d'employabilité, évidemment, ou de pré-employabilité, qui malheureusement ont été coupés dans les dernières années, c'est une des clés de voûte, si on peut dire, de la sortie, la capacité d'avoir un revenu autre et autonome, et donc la capacité d'accroître son employabilité est très, très importante. Favoriser la création et le financement de coopératives de travail, en fait, ou d'entreprises d'économie sociale. C'est clair que en termes d'alternatives à des milieux de travail parce que très souvent, par exemple, les femmes dans la prostitution qui sont en train de sortir ou qui en sont sorties vont trouver des emplois dans les emplois de service. Et pour plusieurs, c'est une catastrophe, en fait, parce que être service à la clientèle, entre autres, ou travailler dans un magasin, un restaurant, tu peux être encore sollicité, tu peux revoir des clients, tu es dans un contexte qui, c'est pas de la prostitution, mais c'est un milieu ou une façon d'être qui peut effectivement faire en sorte que certaines femmes vivent des flashbacks, comme on peut dire, de leur situation de prostitution ou carrément se découragent et laissent leur emploi. La question des logements à prix abordable, évidemment, c'est on ne peut plus intéressant. Décriminaliser les femmes dans la prostitution, l'effacement du casier judiciaire, puisque près de au moins 50% des femmes qui avaient participé à notre analyse avaient un casier judiciaire, avec tout ce que ça peut
occasionner comme problème pour se réinsérer ou être active comme citoyenne, si on peut dire. Toute l'IVAC a besoin d'être revue pour inclure effectivement les femmes qui ont vécu dans l'industrie du sexe, les ressources d'hébergement, les programmes spécifiques. En fait, il y a aussi dans la défense de toi, mais la toxicomanie, des lieux d'hébergement, pas d'hébergement, mais des maisons, des centres de désintox pour femmes seulement est vraiment un must, puisque pour plusieurs femmes, tout comme les emplois dans les emplois de service dont je parlais tout à l'heure, quand elles vont dans les groupes de désintox, très souvent, elles souhaitent aussi arrêter la prostitution, mais elles se font solliciter par les hommes qui sont dans le groupe ou revoient leur pimp ou leur pusher ou leur ancien client. Donc, ça devient très, très compliqué. C'est vraiment une urgence là, que d'avoir des services de désintox pour femmes seulement. Donc, j'ai essayé de faire rapidement le tour de ce document-là. L'idée étant d'offrir plus aux femmes que la prostitution et d'offrir plus aux femmes qui sont prises avec la prostitution. Et je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire par rapport à ça, puisqu'on est rappelé au quotidien, en fait, de combien certains mythes entourant la prostitution sont forts et ne nous permettent pas toujours d'offrir effectivement plus aux femmes dans la prostitution. Je prends pour exemple les meurtres qui ont eu lieu dans les dernières semaines où, tout comme les meurtres de femmes en général, on a tendance à banaliser ou à renvoyer la responsabilité aux femmes qui se sont retrouvées là où elles étaient ou au moment où un homme a décidé de les tuer, en fait. Et donc, pour moi, c'est vraiment une urgence, pour nous, c'est vraiment une urgence de travailler à la sortie de la prostitution et à la prévention, évidemment. Et j'ai... Voilà, ben... Oui, vas-y. C'est beau, non, je regardais l'heure, là, j'ai dépassé de beaucoup le temps. Bon. Mais on est un plus petit groupe. C'était super intéressant. Et donc, Diane nous a fait quand même une présentation assez, pas détaillée, mais assez cousue du modèle de service intégré. Bon, il s'agit quand même d'une problématique assez complexe, vu que l'ensemble des besoins des femmes, la complexité de ces besoins, donc tout ça demande des réponses qu'on ne peut pas hiérarchiser. Donc, d'où l'importance des ententes de service et justement d'avoir des relations avec d'autres groupes privilégiés pour qu'on puisse répondre à la majorité de ces besoins-là. Donc, je ne vais pas ajouter plus. Sur ce, je vous encourage à poser des questions. Et vous pouvez utiliser le clavardage. Donc c'est quand même beaucoup de choses à digérer, mais si vous voulez que Diane revienne sur certaines diapos, sur une partie plus spécifique, alors n'hésitez pas, on vous attend. Je suis prête à lire vos questions. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous écrivez dans le petit clavardage et puis on lit les questions pour que tout le monde puisse en être imbu. Et puis Diane va se faire un plaisir pour vous répondre. Est-ce que ça va? Vous m'entendez? Bon, on fait un petit exercice là. Levez la main là. Tout le monde m'entend? Bon, personne ne m'entend. Ok. Oh oui, là, il y a Isabelle. Il y a Vicky. Bon, oui, il y a Isabelle, il y a Stéphanie. Ok. Bon. Là, c'est le moment, c'est votre moment. Hein? On vous laisse ces minutes pour que vous pouvez. Bon, Maoto dit qu'il n'a pas de questions pour le moment. Mike Soleil a une question.
Que pensez-vous de la stratégie gouvernementale en matière d'agression sexuelle par rapport à la prostitution? Voyez-vous, alors, versus la prostitution, voyez-vous de l'espoir? Alors, Diane, c'est à vous. J'essaie toujours de voir de l'espoir là où c'est possible d'en voir. Je pense que la stratégie contre les violences sexuelles qui a été déposée l'automne dernier, si je ne m'abuse, a l'avantage de reconnaître la prostitution comme une forme de violence envers les femmes, même si c'est pas libellé exactement comme on aurait souhaité que ça soit libellé. Et en soi, ça, je pense, même s'il y a des attentes qui étaient plus grandes, et je sais qu'au niveau des agressions à caractère sexuel, il y avait encore plus d'attentes que ce que la stratégie a pu donner, mais pour le travail qu'on fait au niveau de la prostitution, je pense qu'on vient de faire un saut qualitatif dans la capacité d'interpeller d'une part le gouvernement, les organismes qui interviennent auprès des femmes et d'offrir plus aux femmes, en fait. Bon, maintenant, après ça, il y a toutes sortes d'outils qui auraient été plus intéressants, là, où on aurait pu aller plus loin dans certaines dimensions du projet. La stratégie, c'est-à-dire, et c'est sûr que le nerf de la guerre, c'est toujours le financement, la capacité de faire le travail qu'on fait. Et ça, c'est malheureusement déficitaire, même s'il y a des projets qui ont été donnés, mais le fait, et je sais que c'est la même chose pour certains CALAX, entre autres, ou d'autres organismes qui travaillent auprès des femmes, là, le fait que on ne puisse pas accroître, en fait, qu'on ne puisse pas accroître le financement récurrent des organismes qui sont déjà là, ou qu'on ne puisse pas offrir du financement récurrent à des organismes comme La Clé, par exemple, qui travaille depuis une dizaine d'années plus directement auprès des femmes aux prises avec la prostitution. Ça devient de plus en plus problématique, en fait. Et ça, c'est le plus gros bémol, si on peut dire, mais bon, comme je tiens aussi à croire que les choses changent, sinon c'est un petit peu déprimant. Je pense que notre plus belle victoire, et elle est jamais acquise, comme vous savez, parce que ça ne veut pas dire que la stratégie est appliquée dans tous les ministères ou qu'elle est bien comprise dans tous les ministères, ou qu'un changement de gouvernement ne pourrait pas nous donner autre chose, mais c'est clair que le fait de reconnaître la prostitution comme une forme de violence envers les femmes nous place dans un autre espace complètement. Bon, ben, est-ce que ça répond, Marie-Soleil, un peu? Une petite pouce pour nous dire si ça répond. Mais entre-temps, il y a Carla qui dit qu'elle a une grande difficulté qu'elle constate pour mettre en place des modèles intégrés et de faire travailler des organismes qui ont des approches différentes. Travail du sexe versus exploitation sexuelle. Est-il possible de créer des ponts et comment? Marie-Soleil, entre-temps, a dit oui, merci, très intéressant. Pour répondre à Carla, je pense qu'il est possible de créer des ponts pour les organismes qui sont prêts à reconnaître qu'il y a une nécessité d'offrir plus aux femmes pour la sortie de la prostitution. Certains organismes qui défendent la prostitution comme un travail comme un autre ne veulent pas laisser de place à des organismes qui travaillent dans une autre perspective parce qu'elles voient ça comme étant menaçant pour leur façon de voir la prostitution, en fait. Et dans ce sens-là, ça peut être très compliqué si des organismes sont dans cette perspective-là. Mais dans la mesure où on peut trouver des organismes qui reconnaissent que la coexistence doit être est une nécessité pour offrir plus aux femmes,
Je pense qu'on peut très bien travailler effectivement avec des organismes qui ont pas, qui ont des visions différentes. L'atelier le fait au quotidien, en fait, de travailler avec des organismes qui n'ont pas nécessairement la même, pas la même analyse. Quelquefois, je parlais tout à l'heure de la réduction des méfaits. Certains groupes sont plus attachés, entre guillemets, à cette approche-là. Et la voient comme si la réduction des méfaits était en contradiction avec l'idée d'offrir la possibilité de sortir. Pour nous, non. Pour nous, ce n'est pas en contradiction, mais on conçoit évidemment que pour des organismes pour qui c'est compliqué de faire, de conjuguer les deux. Il y a un webinaire d'ailleurs qui est prévu sur l'Espace Vie pour aborder de façon plus pointue cette question-là. Mais moi, je pense que c'est ça, à partir du moment où on reconnaît que c'est nécessaire que les femmes aient des services pour sortir de la prostitution, il y a possibilité de travailler ensemble. Bon, ben, merci Diane. Carla, est-ce que ça répond? Elle dit merci. Mike Soleil qui pose une autre question. Est-ce utopique de penser éventuellement à un organisme, maison d'hébergement, offrant ses services, modèle intégré, avec des intervenants externes qui vont rencontrer les femmes? J'ai espoir d'ici ma fin de vie. Oh. Et je peux dire qu'elle est jeune, Marie-Soleil. Donc, tu as beaucoup de temps devant toi, parce que c'est sûr que ça peut être un peu plus compliqué, mais je crois que on a déjà certains exemples ailleurs dans le monde. La clé est en train de faire, en fait, c'est un de nos projets, un de nos autres projets, c'est un centre, ce qu'on appelle un centre multiservice, dans le fond, où on essaie ici même, effectivement, d'amener des organismes à venir travailler ou être présents dans nos locaux pour pouvoir aborder, je ne sais pas moi, des problèmes comme le budget, par exemple, la question de la toxicomanie, etc., pour pas que les femmes aient à se déplacer auprès de plusieurs organismes. Et là, on est en train de travailler, justement, on démarre cette année là, un projet gigantesque, en fait, d'offrir effectivement un lieu d'hébergement pour les femmes qui à visage multiple, parce que pour nous, un peu comme on voyait dans l'analyse des besoins, c'est pas l'hébergement. La plupart des femmes ont pas nécessairement un besoin d'hébergement d'urgence pour sortir de la prostitution, mais elles ont besoin d'un autre lieu où vivre. Et on veut essayer de créer ce lieu-là, en plus d'avoir des possibilités si tu as besoin d'aller dormir ailleurs ce soir, de pouvoir l'offrir ou pour quelques jours, quelques semaines, mais on veut offrir des alternatives par rapport à un autre milieu de vie aux femmes, en fait. Et c'est un projet là, sur lequel on travaille. Merci, très intéressant. Il y a Vicky qui dit « J'ai vraiment apprécié l'accent sur la prévention pour créer des alternatives pour les femmes que la prostitution. Je pense effectivement que ça, c'est le pont. Il y a plusieurs mouvements qui sont en train d'aborder les problématiques qui emmènent les femmes à la prostitution, comme les statuts précaires des femmes immigrantes ou la pauvreté. Il faut se mobiliser. » Ouais. En effet. Vicky, c'est Vicky hein, qui a posé ça ou qui a donné ce commentaire-là. C'est un très bon commentaire, effectivement, à deux niveaux. Vicky, d'une part, c'est clair que la situation que vivent certaines femmes présentement, qui sont à statut précaire, ou des femmes, si on pense aux femmes réfugiées à l'heure actuelle, c'est important de pouvoir leur offrir plus, effectivement. Puis là, j'essaie de voir un peu comment je fais pour remonter, excusez-moi. Là, il faut cliquer sur le petit truc à côté. Je voulais je peux vous lire. Elle a dit, j'ai... Peux-tu relire Vicky, s'il te plaît? Oui, j'ai vraiment apprécié l'accent sur la prévention pour créer des alternatives pour les femmes que la prostitution. Je pense effectivement que c'est ça le point.
Ouais. Ouais. Il y a plusieurs mouvements qui sont en train d'aborder les problématiques qui emmènent les femmes dans la prostitution, comme les statuts précaires des femmes immigrantes ou la pauvreté. Il faut se Ouais. mobiliser. Ouais. On sait effectivement que à l'heure actuelle, depuis les dernières semaines, là, avec l'afflux, l'entrée ici là, de personnes demandant un statut d'asile, en fait, beaucoup de femmes se retrouvent, et particulièrement des jeunes femmes, se sont retrouvées dans des situations plus que de fragilisées, en fait, et ont été approchées. On sait que les proxénètes ont flairé ce que ça pouvait vouloir dire d'avoir accès à des jeunes femmes qui n'ont pas de papier, connaissent plus ou moins, doivent partir du lieu d'hébergement où elles sont, etc., etc. Et on sait qu'il y a des organismes ou des individus, pas des organismes, mais des individus ou des réseaux qui travaillent au recrutement de façon très claire et sollicitent les femmes. Mais pour revenir plus l'aspect à l'importance de la prévention, que ça peut être un pont, effectivement. En fait, il faut voir, puis encore là, je parle souvent les gens voient la clé comme étant on est pour l'abolition de la prostitution, ça veut donc dire que les femmes ne peuvent pas venir ici, mais en plus, on veut ça pour demain matin. Alors que le pont le plus, en fait, un des vertus que le mouvement féministe nous amène à développer quand on est féministe, ou comme dans tous les autres mouvements sociaux, c'est la patience. Parce qu'effectivement, ça se fait pas du jour au lendemain. Et que oui, effectivement, on est pour l'abolition de la prostitution, mais on sait très bien que c'est un long processus pour arriver à changer la société, en fait. Et on ne fait pas reposer sur les épaules des femmes qui sont dans la prostitution à l'heure actuelle le poids d'abolir la prostitution. Ce n'est pas à elle d'abolir la prostitution. C'est pour ça qu'on ne dira jamais à quelqu'une ou on ne dit jamais aux femmes, vous devez sortir de la prostitution. Pour nous, c'est pas ça la question. La question, ça s'adresse à la société, en fait. La responsabilité de l'abolition de la prostitution réside sur les épaules de la société et non pas sur les femmes individuellement et sûrement pas sur les femmes qui sont dans la prostitution à l'heure actuelle. Et donc, je pense que c'est important de resituer que l'abolition de la prostitution, c'est nécessairement de la prévention. Ça suppose effectivement créer des lieux où on peut parler de pourquoi la prostitution existe, c'est quoi les liens, un peu comme je faisais au début, c'est quoi comme pratique d'appauvrissement, le lien avec les autres inégalités sociales, le lien avec la violence des hommes envers les femmes, pour pouvoir amener une réflexion et un changement en profondeur. Pour les femmes qui sont au moment où on se parle dans la prostitution, elles ont d'autres pas qu'elles peuvent faire cette réflexion-là, évidemment, et plusieurs le font, mais leurs besoins très personnels et immédiats, très souvent, c'est comment assurer sa survie, puis si je veux sortir, comment je vais le faire, puis avec qui je vais le faire, et quel est le soutien que je peux obtenir. Donc, c'est important de voir, effectivement, j'aime bien l'image du pont, hein, parce que c'est clair que il faut les construire, ces ponts-là, pour amener le plus grand nombre possible de personnes à remettre en question l'existence de la prostitution ou de la normalisation de la prostitution, d'amener effectivement les gouvernements, d'amener les organismes à travailler différemment auprès des femmes dans la prostitution et d'offrir plus des alternatives réelles aux femmes. Et de cesser de faire porter sur leurs épaules l'idée d'avoir à changer le monde, en fait. C'est pas à elles. Elles ont d'abord et avant tout le désir très souvent de changer leur propre vie. On va commencer par ça, puis changer le monde, ça devient un objectif collectif. Merci, Diane. Alors, il y a deux commentaires. Il y a Marie-Soleil qui dit bravo, bonne continuité. Il y a Carla qui dit merci beaucoup. La question de l'intégration des services est non seulement intéressante, mais fondamentale aujourd'hui si l'on veut travailler efficacement pour terminer avec ce fléau. Des réflexions approfondies et très précises. Bravo. Donc,
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ben, on est comme à 3 minutes de plus de notre temps, mais bon, c'était vraiment très passionnant. C'est du concret. Ça nous amène à réfléchir concrètement sur comment adresser l'ensemble des besoins des femmes. Il y a Maoto qui dit merci pour ce webinaire. Donc, on aurait pu vraiment continuer, mais il y a beaucoup de choses à dire. On aurait même pu aller approfondir les diagrammes et voir, poser la question peut-être concrètement, vous, dans votre milieu, comment vous voyez l'intégration des services intégrés. Donc, en tout cas, on remercie Diane, c'est vraiment très, très intéressant et comme le dit Carla, pour ne pas avoir à redire d'autres choses, c'est des réflexions très approfondies et qu'il faut continuer à fouiller et surtout voir comment les concrétiser. Oui. Pas Stéphanie, est-ce que vous auriez quelque chose à dire, à ajouter? Je pense qu'il y a qui d'autre qui est là? Martine. Bon. Ben s'il n'y a plus de questions et que tout va bien, toute bonne chose a une fin. On va peut-être mettre fin au webinaire, vous laisser le temps je vais laisser le sondage que vous pouvez continuer à remplir. Et comme je réitère vraiment la demande, que vous nous fassiez part de vos suggestions de sujets pour d'autres webinaires ou que vous vous proposiez également, vous ou votre organisme, de venir présenter un travail en lien avec la problématique, un aspect que vous pensez que serait intéressant que l'on puisse voir ou c'est ça, de nous suggérer des webinaires, carrément. Voilà. Ben, Vicky qui dit, Stéphanie qui a dit merci, et je pense qu'elle est partie. À l'exception de vous remercier pour la pertinence de webinaire, elle n'avait pas d'autre chose à ajouter. Merci. Et Vicky qui dit merci, à la prochaine. Donc, sur ce, je vous dis moi au revoir et je vous invite à continuer à lire les infolettres, à suivre les espaces vie, aller sur la plateforme, voir qu'est-ce qui se passe. Il y a une nouvelle publication qui a été ajoutée au centre de documentation. Allez donc voir, malheureusement c'est en anglais, il y a un résumé en français pour les intervenantes, mais peut-être que quelqu'un ou quelqu'une pourrait se proposer pour faire la traduction, parce que les espaces vie, c'est notre espace et c'est à nous de la garder en vie. Alors, je vous dis à la prochaine. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.